Tout d'abord, et comme vous le savez, le continent africain vient de perdre tout récemment un de ses fils illustres et un des pionniers de l'activité commune africaine. C'est l'ancien président kenyan, M. Daniel Arap Moi, feu Daniel Arap Moi. Et à cette occasion, je voulais présenter nos sincères condoléances à M. Jomo Kenyatta ainsi qu'au peuple kényan. Nous demandons à Allah de l'accueillir dans sa tombe. Maintenant, je vous prie de bien vouloir observer une minute de silence pour observer le feu Daniel Arap Moi. شكرا لكم جميعا. Je vous remercie tous. Dès le départ, d'abord, je voudrais accueillir les rois et les présidents des pays africains, ainsi que les chefs de gouvernement africains, ainsi que Monsieur le Premier ministre de l'État de Palestine, ainsi que Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le président de la Commission de l'Union africaine, le secrétaire général de la Ligue des Arabes, ainsi que les directeurs et les secrétaires des CER, ainsi que les autres représentants des institutions et des bureaux de l'Union africaine, ainsi que, mesdames et messieurs, les invités. Je saisis cette occasion pour féliciter Monsieur Mohamed Al-Ghazouani, Monsieur le président de la République islamique de Mauritanie, ainsi que M. Kais Saïed, président de la République de Tunisie, et son Excellence Abdelmajid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire, qui ont occupé leurs fonctions depuis notre sommet de février dernier. Je voudrais réaffirmer pour l'Éthiopie, pour l'accueil chaleureux dans le cadre des activités de notre réunion d'aujourd'hui et de demain. Nous allons commencer maintenant les activités de la cérémonie d'ouverture. On va commencer par écouter l'hymne de l'Union africaine. Je vous prie de bien vous lever. السيدات والسادة. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant écouter un bon nombre d'allocutions qui va constituer l'ouverture de travaux de notre conférence. Nous allons commencer par l'allocution de son Excellence, M. Faké Mohamed, président de la Commission de l'Union africaine. Vous avez la parole, Excellence. Excellences, Monsieur le Président de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, de gouvernement et de délégation, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je vous souhaite la bienvenue dans ce creuset de l'unité africaine où nous bâtissons collectivement, année après année, l'avenir de l'Afrique. Je voudrais en même temps
saisir l'occasion pour vous adresser mes souhaits sincères d'une heureuse année pour vos États, pour nos peuples et pour notre continent. اسمحوا لي قبل أي حديث. Permettez-moi d'exprimer notre gratitude à son Excellence Abdel Fattah Sisi, président de la République arabe égyptienne, pour le travail qu'il a entrepris pendant sa présidence à la tête de l'Union africaine, c'est-à-dire l'année écoulée. C'est une occasion unique pour dire que j'ai travaillé avec son Excellence en bonne diligence dans l'intérêt des questions de notre continent et pour lancer et promouvoir tous les projets de notre Union. Par conséquent, Excellence, nous allons continuer à profiter de son expérience et votre sagesse dans nos activités futures. I wish to congratulate. Je voudrais féliciter son Excellence le président Cyril Ramaphosa à l'occasion de son élection en tant que président de l'Union africaine pour l'exercice en cours 2020. Excellence, je voudrais vous assurer de mon soutien sans faille. Au moment où nous nous réunissons dans le Mandela Hall, l'esprit de Madiba veille sur nous. Je peux l'imaginer en train de vous dire, Cyril, vous êtes un homme qui a été loyal à la lutte pour la cause de l'Afrique. Vous savez que l'Afrique a besoin de liberté et je suis sûr que vous ferez de votre mieux. Saisis également cette occasion pour exprimer mes chaleureuses félicitations au Premier ministre de l'Éthiopie, son Excellence Dr Abiy Ahmed, pour sa distinction par le prestigieux prix Nobel de la paix édition 2019. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'année qui vient de s'achever n'a pas été une année de pleine paix et d'harmonie dans le monde. Celle qui s'ouvre n'annonce pas non plus que nous sommes au bout de nos peines. Elle nous appelle à la nécessité d'une constante mobilisation de toutes les énergies pour relever des défis ardus. Au poste oriental de l'Afrique, la tension autour de la mer Rouge et surtout des détroits de passage de presque un tiers du commerce mondial ne saurait nous laisser indifférents, eu égard à la gravité de ces tensions et de leur proximité avec l'Afrique. Ces vives tensions internationales nous rappellent la précarité du monde dans lequel nous vivons et l'inanité des engagements auxquels nous avons tous souscrit pour préserver l'humanité des horreurs de la guerre. Le cas de la Palestine est celui qui illustre le mieux la fragilité des engagements internationaux. Le plan américano-israélien, qualifié de deal du siècle, conçu et élaboré en dehors de toute concertation internationale, et pire encore, en l'absence des principaux concernés, les Palestiniens, est une énième violation des multiples résolutions des Nations Unies et de l'Union africaine et un mépris supplémentaire des droits légitimes du peuple palestinien. Il faut craindre que ce plan censé résoudre les problèmes israélo-palestiniens ne contribue au contraire à aggraver la tension dans la région et bien au-delà. En Afrique, la persistance des foyers du terrorisme dans de nombreuses régions et leur inquiétant développement a appelé à la conscience africaine et internationale que ce cancer est loin d'avoir été éradiqué. L'hydre est toujours là, en éveil actif, menaçant d'effondrement certains États. Il a pris pied dans les profondeurs du continent, bien au-delà de ses foyers traditionnels, comme l'attestent les crimes odieux commis par des groupes terroristes sur les populations civiles au Mozambique
et à l'est de la RDC, où les principales victimes de la barbarie sont les femmes et les enfants. La Corne de l'Afrique, le Sahel et le bassin du lac Tchad sont aujourd'hui en guerre, une vraie guerre, où militaires et civils meurent par dizaines presque toutes les semaines. Des milliers d'enfants ont vu leurs écoles fermées, soit parce qu'elles sont détruites, soit parce que maîtres et écoliers se sont trouvés obligés de fuir. Dans la riposte à cet ennemi particulièrement sanguinaire et aveugle, le déficit de solidarité africaine est déconcertant. Comment échapper à l'insoutenable questionnement sur nos silences au sujet de la situation de ces pays frères? Pour parler sans détour, en dehors des pays victimes eux-mêmes, du Rwanda et de l'annonce de la CEDEAO, aucun autre État africain, à notre connaissance, y compris ceux de notre Union, qui disposent d'importants potentiels économiques, financiers, industriels, logistiques et militaires, n'a fait le geste de solidarité que les frères en péril sont en droit d'attendre. Ce déficit de solidarité agissante est l'une des grandes fragilités de nos systèmes de résistance et de nos capacités globales de résilience continentale. Je souhaite vivement que cette solidarité africaine soit le fer de lance de la coalition internationale pour le Sahel qui nous unit avec nos amis et partenaires dans le monde. Cette résilience a été mise à rude épreuve par les différentes calamités naturelles, inondations au Zimbabwe, au Malawi, au Mozambique, à Madagascar, pour ne citer que cela, invasion des criquets en Éthiopie et au Kenya, et même menace de famine dans certaines régions d'Afrique australe. En ces moments, comment ne pas penser avec compassion à nos amis de la République populaire de Chine, aux prises avec la redoutable pandémie du coronavirus, auquel nous adressons à nouveau nos sentiments de solidarité pleine et entière. Mesdames et messieurs distingués invités, nos pays font des efforts significatifs en réponse aux attentes d'une jeunesse de plus en plus nombreuse et exigeante. Ces efforts méritent d'être maintenus et renforcés afin d'éviter que cette jeunesse n'emprunte les chemins périlleux de l'émigration ou les refuge dans les doctrines extrémistes. En complément des initiatives prises par chacun de nos États, que je voudrais saluer ici, j'entends accorder, en concertation avec le Conseil consultatif de la jeunesse et mon envoyé spécial, Aya Chebi, une attention particulière à la question dans les programmes de l'Union, à travers l'initiative 1 million d'ici 2021. Cette initiative que nous avons lancée en avril 2019 vise à offrir à 1 million de jeunes des opportunités dans le domaine de l'éducation, de l'emploi et de l'entrepreneuriat d'ici l'an 2021. L'évolution de la femme sur le continent, qu'il s'agisse de son statut, de son autonomisation, de la parité du genre ou de la violence qu'elle subit, est une préoccupation essentielle de l'Union africaine. L'année 2020 est une année charnière pour l'égalité des genres et la parité sur lesquelles travaille l'Union africaine à travers mon envoyé spécial, Mme Bineta Diop. Nos États ont fourni beaucoup d'efforts. L'autonomisation, l'accès des femmes entrepreneurs au marché public, dans la chaîne des valeurs agricoles, les lois promulguées et les solutions proposées pour éradiquer à jamais les violences sur les femmes. Pour réussir ce combat, je souhaite travailler avec les États membres pour déclarer la décennie 2020-2030, celle de l'inclusion financière de la femme africaine. Les femmes demandent davantage, je les soutiens dans cette ambition absolument légitime. Mesdames et messieurs, un troisième fléau perturbe l'évolution harmonieuse de nombreux pays africains et remet en cause l'équilibre social ancestral. Ce sont les conflits intercommunautaires. Ce regain de communautarisme a lui-même prospéré sur le taureau de la faiblesse de l'État et des facteurs amplificateurs divers. La dégradation des conditions climatiques,
et la dislocation des systèmes économiques traditionnels accroissent les compétitions pour la protection et la conquête des espaces de survie, de plus en plus en deçà des besoins des millions d'êtres humains. La conjugaison de ces facteurs objectifs avec les manipulations et les velléités de certaines élites d'enfourcher ces phénomènes à des fins politiciennes, tout comme le feraient selon une autre logique les terroristes, crée les conditions de vrais désastres pour l'harmonie de nos populations. Cette problématique interpelle autant les dirigeants politiques du continent que ses universitaires, chercheurs et académiciens. Aux défis globaux, dont les précédents ne sont que des exemples illustratifs et non exhaustifs, je voudrais ajouter 2 questions spécifiques qui élargissent nos responsabilités à de nouvelles ardentes obligations. Il s'agit de la question du Sahara occidental et celle du sort de la Libye. Le conflit du Sahara occidental reste le plus ancien conflit non résolu sur le continent et demeure préoccupation tant pour le fonctionnement de notre organisation que pour les populations. Je suis déterminé à poursuivre mes efforts pour une mise en œuvre efficace de la décision de Nouakchott consistant à charger la Troïka d'apporter une solution efficace aux efforts conduits par les Nations Unies. Et c'est une citation, auquel les partis ont volontairement confié la recherche d'une solution durable et juste du différend. Sur la Libye, l'Afrique a constamment rappelé de la voix la plus audible son rejet de la solution militaire de cette crise, sa préférence pour un processus politique authentiquement inclusif, articulé sur une véritable appropriation par les Libyens de leur destin national dans le cadre de leur organisation continentale. Je salue et soutiens la décision du comité du haut niveau sur la Libye pour le lancement rapide d'une initiative de paix et de réconciliation en Libye, en harmonie avec les décisions de la conférence de Berlin et conformément au principe de la solution des problèmes africains par les Africains, loin des ingérences extérieures aux agendas rivaux et périlleux pour l'Afrique. En affirmant ces principes, nous n'avons jamais cessé de souligner que la plénitude du rôle de l'Afrique dans la recherche de solutions à cette crise n'est pas exclusive d'une coopération active et efficace avec tous nos partenaires internationaux, notamment les Nations Unies. À l'évidence, une telle orientation ne saurait se concrétiser que si le continent est uni et parle d'une seule voix. Excellences, Mesdames et Messieurs, si l'année qui s'achève a été celle des défis, dont je viens de décrire prosaïquement certains, elle a aussi été, en dépit des difficultés, celle de grandes réalisations. Dans le domaine de la paix et de la sécurité, nous avons poursuivi nos efforts en concertation avec l'IGAD pour la consolidation de la paix et la réconciliation au Soudan du Sud, où les partis ont été vigoureusement encouragés à accélérer le processus de pacification et de réconciliation au pays. La formation d'un gouvernement d'union nationale dans les délais impartis aux protagonistes est une exigence, est une nécessité pour l'instauration de la paix. En Somalie, la MISOM continue de se déployer dans un contexte particulièrement difficile pour combattre le terrorisme et soutenir les efforts de stabilisation et de reconstruction entrepris par le gouvernement. Je voudrais ici rendre un vibrant hommage aux membres civils et militaires de notre dispositif en place et aux pays contributeurs de troupes pour les sacrifices consentis et les résultats obtenus. En République centrafricaine, nos efforts conjugués à ceux du gouvernement centrafricain, de la CEAC et des Nations Unies se sont intensifiés pour veiller à une application rigoureuse des accords de paix et de réconciliation. Je me réjouis de constater que des progrès sont ici significatifs en dépit des accès de violence enregistrés ces derniers temps. Au Cameroun, en dépit de la tenue du dialogue politique national, la situation mérite une attention soutenue. La Commission reste disponible à accompagner dans le processus de consolidation de la paix et de la réconciliation. Au Soudan, la médiation africaine a réalisé un succès retentissant avec l'accord ayant abouti à la mise en place des institutions de la transition, notamment le Conseil souverain
et le gouvernement civil appelés à travailler en bonne intelligence. Cette expérience montre que si les Africains, en toute indépendance, s'attellent à la solution de leurs problèmes, en bonne harmonie avec leurs partenaires internationaux, l'Afrique peut faire la différence. Les nouvelles autorités du Soudan se sont engagées dans un courageux processus de négociation avec les groupes armés. Nous les soutenons sans réserve dans cette démarche et appelons la communauté internationale à redoubler d'efforts en soutien à la transition démocratique et consensuelle au Soudan. Dans cet esprit, nous invitons les États-Unis d'Amérique à se joindre à cet effort en sortant le Soudan de la liste des pays parrains du terrorisme. Excellences, Mesdames et Messieurs, sur le chapitre de la réforme, l'année 2019 a été une année de progrès significatifs. Ces progrès ont touché la restructuration et l'obligation reditionnelle de la Commission, la gouvernance et la cohérence entre les différents organes, la division du travail entre l'Union et les communautés économiques régionales, la question des partenariats ainsi que la mise en œuvre du nouveau système de financement de l'Union. Cette recherche de l'indépendance budgétaire va de pair avec une gestion administrative et financière rigoureuse, laquelle s'est traduite par l'application des sanctions infligées aux responsables d'abus et d'irrégularités et par une réduction sensible du volume du budget pour l'année 2020. Le troisième chantier où les progrès ont été dignes de mention est l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine. C'est un accord historique, en ce sens qu'il consacre l'un des grands rêves des pères fondateurs de notre organisation et se situe au cœur des aspirations à l'intégration économique du continent. Le succès de ces projets phares reste tributaire du développement des piliers de sa promotion, dont le plus important, dont le plus déterminant sont les infrastructures. Malgré les efforts fournis, un gap important reste à combler. À cela s'ajoute la libre circulation des personnes et des biens, dont le protocole n'a été signé que par 33 États et ratifié seulement par 4. J'exhorte les États qui ne l'ont pas encore fait de le faire en toute diligence. La vraie mission du secrétaire général de la ZECAf, que nous devons nommer sans délai et installer dans ses fonctions, sera précisément d'opérationnaliser cette grande réalisation. Je voudrais à ce niveau exprimer en votre nom notre infinie gratitude au président du Ghana, son Excellence Nana Akufo-Addo, qui a gracieusement offert le siège devant abriter le secrétariat général. L'intégration africaine que nous voulons passe aussi par la facilité des échanges, notamment aériens. C'est pour cette raison que nous avons instauré un marché unique de transport aérien. 30 États se sont solennellement engagés pour sa mise en œuvre, tandis que 18 ont décidé de le mettre en œuvre. Sur le plan politique, 2019 a été témoin de profondes transformations en matière institutionnelle. En 2019 et 2020, 40 élections pluralistes auront été organisées et s'organiseront dans 31 pays du continent. L'organisation des élections apaisées est un levier décisif dans nos stratégies pour une évolution sereine du continent, d'où l'extrême importance de les conduire dans les délais et le respect des constitutions, loin de toute volonté de manipulation et de détournement de la volonté populaire. Il est grand temps qu'ici encore l'Afrique atteste d'une authentique modernité institutionnelle. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, 2020 a été proclamée l'année de faire taire les armes sur le continent. Comment réussir cette prouesse dans un continent aux prises avec des phénomènes prégnants tels que le terrorisme, les conflits intercommunautaires, les crises pré- et post-électorales? En agissant de manière concrète sur tous ces sujets et leurs causes profondes, en se donnant les moyens politiques, militaires et diplomatiques, le pari de faire taire les armes pourrait être gagné. L'année 2020 est également la dernière du mandat de l'actuelle Commission. Nous prenons l'engagement solennel de redoubler d'efforts pour que la prochaine Commission, mieux centrée, comme vous l'avez décidé, trouve une situation plus assainie et plus propice à de nouveaux exploits sur la voie tracée par l'agenda 2063 pour une Afrique pacifique, unie et prospère. Je vous remercie de votre aimable attention.
أشكر السيد موسى فقي. Je remercie M. Moussa Faki pour ses efforts louables et maintenant je donne la parole à Ahmed Aboulrith, secrétaire général de la Ligue des États arabes, à prononcer son allocution. M. Aboulrith, vous avez la parole. Excellence, Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi, Excellence, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique, Excellence, Monsieur Moussa Faki, permettez-moi d'emblée d'exprimer notre gratitude pour participer avec vous dans le cadre de ce sommet à la suite de l'invitation qui m'a été lancée par mon frère, le président de la Commission, Moussa Faki, et cela démontre l'importance de partenariat stratégique entre la Ligue arabe et l'Union africaine et notre détermination à promouvoir cette relation depuis longtemps. Je salue également son Excellence M. Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, pour sa présidence réussie à la tête de l'Union africaine et pour les réalisations atteinte par l'Union africaine sous sa direction, notamment le lancement de la zone de libre-échange continentale et l'adoption de la réforme institutionnelle de l'Union et la mise en œuvre des éléments de l'agenda de mise en œuvre pour renforcer la paix, la sécurité et le développement en Afrique. Excellences, Mesdames et Messieurs, vous vous réunissez aujourd'hui sous le thème « Faire taire les armes, création des conditions propices pour le développement de l'Afrique ». C'est un thème qui est compatible avec les objectifs et les priorités de la Ligue arabe parce que nous partageons les mêmes aspirations et nous faisons face aux mêmes défis. Et nous sommes convaincus qu'on ne peut pas lancer le processus de développement sans affermir la paix et la sécurité sur nos continents. Par conséquent, je suis persuadé que nous sommes appelés à renforcer nos œuvres communes pour relever les défis en matière de sécurité, mettre fin aux racines des crises politiques qui déstabilisent la stabilité de nos pays et retardent les plan de développement durable. Par conséquent, nous avons travaillé côte à côte pour accompagner nos frères soudanais dans l'opération de transition politique depuis le mois d'avril dernier, puisque la Ligue des États arabes a entrepris des bons offices avec les partis concernés et votre union a participé pour la conciliation qui aboutit à document de transition pour transmettre le pouvoir aux civils et nos deux organisations étaient témoins de cet événement et nous avons déployé des efforts communs. Nous devons continuer dans ce sens-là et avec cet esprit complémentaire d'être aux côtés du Soudan et de le soutenir pour terminer ce processus, notamment la finalisation de l'opération de paix entre le gouvernement et les factions armées et pour l'aider dans le cadre économique et de lever les sanctions imposées à ce pays. Nous demandons également à raffermir la coopération entre nous pour soutenir la Somalie ainsi que son gouvernement dans la lutte contre le terrorisme pour renforcer la paix et la sécurité en Somalie et réussir les plans de développement au plan national adopté par le gouvernement et la réalisation des élections constitutionnelles qu'il prépare. Et nous espérons que nous participons dans ce sens avec nos efforts pour soutenir les Comores, notamment pour la stabilité de ces îles et le plan de développement économique et politique lancé par M. le Président Ghazal Othman. Nous affirmons également de renforcer notre coopération et notre solidarité avec vous dans tous les domaines, notamment l'instauration de la paix et la stabilité en Afrique, qui est voisin du monde arabe. Nous sommes à vos côtés pour parachever le processus de paix au Soudan du Sud et pour la réalisation de les opérations traditionnelles
qui vécut dans le Corne d'Afrique, qui menace ces actions terroristes, menacent notre paix et sécurité. Par conséquent, nous voyons en Libye une détérioration grave de la crise en Libye après 10 mois depuis l'éclatement des opérations meurtrières autour de Tripoli. Il y avait beaucoup d'interventions militaires et étrangères connues de tous. Et comme vous savez, la responsabilité qui est assumée par la Ligue arabe pour retrouver une solution à ce conflit et de soutenir nos frères libyens pour avoir un avenir meilleur, nous apprécions le rôle joué par l'Union africaine pour permettre à ce pays de sortir de cette crise. Et votre l'initiative dans l'opération de réconciliation entre les Libyens. Par conséquent, je suis persuadé que tous les efforts que nous allons déployer sera complémentaire et en parfaite concordance avec le nôtre et qui va tourner autour de certaines priorités, parmi lesquelles un cessez-le-feu et parvenir à un cessez-le-feu durable et de le superviser, mettre fin à toute intervention étrangère dans les affaires libyennes et de pratiquer le processus en matière de sécurité politique et économique conformément à la conférence de Berlin, conformément à ce que nous avons adopté à Sriarat et dans le cadre du droit international sous le cadre des Nations Unies. Mesdames et Messieurs, Excellences, la Ligue des États arabes apprécie la position de principe de l'Union africaine qui soutient la question palestinienne et ses droits inaliénables légitimes du peuple palestinien pour mettre fin à la colonisation israélienne et de l'instauration d'un État indépendant. Je précise également les efforts déployés par mon frère, le président de la Commission, notamment dans son rôle qui soutient les frères palestiniens, comme il l'a exprimé de nouveau après l'annonce du plan de paix américain entre les Palestiniens et les Israéliens. Ou bien ce qu'il vient de dire également. Oui, et je suis convaincu que l'Afrique maintiendra toujours son engagement de rester aux côtés du peuple palestinien qui refuse ce genre de transactions inutiles, comme ça a été mentionné et annoncé par les Palestiniens, la Ligue arabe, la conférence islamique et l'Union européenne. Pour conclure, je voudrais exprimer nos aspirations que nous allons nous rencontrer notre 5e conférence entre les pays arabes et les pays africains qui est prévue, grâce à Dieu, en Arabie Saoudite. Et les travaux préparatoires ont déjà commencé entre le secrétariat de la Ligue arabe et la commission de l'Union africaine et le pays hôte. Je voudrais vous raffermir de travailler de concert avec l'Union africaine et sa commission et sa présidence pour réussir cette 5e conférence. Et je voudrais ici féliciter Cyril Ramaphosa pour son élection à la tête de l'Union africaine. Et nous sommes convaincus, grâce à sa riche expérience, nous allons avoir une année réussie sous sa direction conformément à nos intérêts pour défendre les intérêts de nos continents. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie Monsieur Aboulghid, secrétaire général de la Ligue des États arabes.